à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver avant les fêtes de fin d'année. Qui n'a pas un jour suivi aveuglément son GPS et s'est retrouvé sur un bout de route déserte, pas fini et surtout au milieu de nulle part? Et bien justement, c'est justement pour éviter ce genre de choses que l'association Géovendée existe. Elle récupère, décortique, vérifie, croise et recroise les informations pour que votre GPS soit le plus fiable possible. Et à l'heure où les communes nouvelles voient le jour, certaines coordonnées sont à entièrement revoir. Et justement, comment ça se passe? Comment Géovendée récupère les informations, les dernières données? L'association travaille-t-elle avec les collectivités, mais aussi avec des grands groupes qui ont nécessairement besoin d'avoir des adresses exactes? On pense notamment à la Poste, mais également au SDIS. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre grâce à nos deux invités qui nous font le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir, j'accueille Michel Juchereau et Baptiste Pierre. Vous allez bien, messieurs? Très bien, merci. Michel, je m'inquiétais. Enfin, Non, je sais que vous êtes pris parce que vous refaites des études. je suis apprenti. Vous êtes apprenti médecin. Oui. Que vous êtes Oui. à la base. Mais pour la bonne cause, Oui. on peut le dire, l'établissement français du sang, Oui. qui a besoin de médecins. Voilà, on lance l'info. Michel, Noël. Oui, on va parler de... On va casser l'ambiance, hein, je vous dis tout de suite. On va parler de quoi? On va parler des briseurs de rêves, c'est-à-dire les parents. Avant Noël? On est à 3 jours de Noël? On n'aime pas D'accord. que nos enfants rêvent. On a envie qu'ils deviennent grands beaucoup, beaucoup trop vite. D'accord, faut les laisser rêver, quoi. Ouais. D'accord. Sympa. Merci Michel. Baptiste, nous on va parler de Noël aussi, Baptiste. On va parler. Je rappelle que vous êtes jardinier botaniste. Effectivement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, effectivement. Et on va parler Du gui. et donc de Guy. Du gui. Et donc, du coup, on va parler un petit peu aussi d'enchantement, puisque le gui, c'est une des plantes emblématiques de Noël, au même titre que le hou. Ouais. Et là, il y a plein de choses qui ont utilisé le gui et qui utilisent encore le gui. Et on n'a pas de Guy sur le. On n'a pas de gui sur le plateau. On Comme fera j'ai pas de dit, bisous. il y en avait un sur le parking du Cinéville à La Roche. J'ai hésité à grimper dedans pour le prendre, et puis j'ai dit non. Non, On va peut-être les pas y gens, aller. on n'allait pas comprendre. Surtout dans ces cas-là, ce que je vous disais tout à l'heure, ne dites pas que vous travaillez pour nous. Hein, vous Promis, êtes promis. discret. Merci beaucoup Baptiste, on verra ça tout à l'heure. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis pour parler de l'association Géovendée, Dominique Caillot qui est son président. Bonjour. Bonjour Dominique Caillot, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Et à côté de vous, vous avez votre directeur qui s'appelle Cédric Seigneuré. Bonjour. Bonjour. On va parler de Géovendée. Alors, juste pour faire un point, Géovendée, moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Alors, qu'est-ce que c'est, Dominique Caillot? Et Géovendée, c'est, pour parler vendéen, une CUMA de ressources d'informations géographiques à D'accord. disposition de toutes les collectivités, tous les partenaires qui gèrent un territoire et qui ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur territoire. Donc, c'est une association. Donc c'est une association qui a été voulue par l'association des maires, par le syndicat d'eau, le syndicat d'électricité, pour mettre en commun des outils communs comme une carte, un fond de plan, Ouais. et puis des outils techniques pour diffuser ces informations et faire en sorte que l'information géographique, qui était complètement inconnue du grand public il y a 20 ans, est devenue un quotidien obligatoire aujourd'hui. Exactement, parce Voilà. qu'aujourd'hui, quand on regarde sur un moteur de recherche, ne serait-ce que pour avoir le nom d'une entreprise, etc., elle est tout de suite géolocalisée avec une carte. C'est ça, Cédric Seigneuré, c'est qu'on est dans l'ère notamment du numérique qui a pris le pas sur beaucoup de choses, sur la carte hygiène d'ailleurs. On est tous Papier. équipés aujourd'hui de smartphones Exactement. et on utilise tous aujourd'hui l'information géographique sans vraiment le savoir. Oui, c'est ça. C'est presque qu'on nous impose l'information géographique sans qu'on ait vraiment l'idée de l'utiliser. On est d'accord. On en a besoin. Ouais, mais avant, il y avait les cartes papier, Oui. carte hygiène avant. Et on s'en servait aussi Et on confiait la carte à madame. dans la voiture. Et Dieu sait que ça a fait aussi C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée de dispute, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'était ça. Il y avait aussi à l'époque les cartes hygiène. Et on va en reparler d'ailleurs d'hygiène parce que vous allez travailler ensemble. L'association existe depuis combien de temps, Dominique Caillot? Alors, l'information géographique au travers de l'Association des maires, on a commencé en 1995. Ah Et oui, l'association c'est s'est récent. créée en 2006 parce que déjà, on avait accumulé beaucoup d'informations et qu'il fallait structurer la diffusion et l'échange de ces D'accord. données. C'était des associations ou c'est des organismes qui existent dans d'autres départements, qui sont obligatoires ou c'est vraiment... Non, la Vendée a cette particularité d'avoir une certaine unité territoriale. Dans beaucoup de départements, il y a une métropole qui a de l'avance, souvent sur un plan technique, Ouais. dans le domaine géographique comme ailleurs.
et le territoire rural est un peu à deux vitesses. Nous, on avait fait le choix, depuis 1995, de faire en sorte que une petite commune ou une grande commune, on était tous logés à la même enseigne. même enseigne. Voilà. Et c'est notre force, parce que depuis maintenant 20 ans, on accumule des données qui sont sur tout le territoire vendéen, qui sont lisibles d'une commune sur l'autre, parce que c'est la même structure de données, on peut les échanger. Et donc, quand on fait des regroupements de communes, comme il y en a eu, ou des communautés de communes, Ouais. c'est qu'un puzzle qu'on assemble, puisque les données sont toutes interchangeables. Avant 95, on faisait comment? Eh ben, on faisait des photocopies si on a fait ça en 95, c'est que à l'époque, j'étais maire dans une commune où les plans étaient dans une armoire et il y avait une photocopieuse. Et si un jour vous voulez vous entraîner, vous prenez un plan d'architecte et vous le repliez une première fois dans le bon sens, une deuxième fois un peu moins bien pour faire la photocopie. Ouais. Et après, vous avez des plans qui sont un peu compliqués à lire, qui ne sont pas tous à la même échelle. Et donc, on ne peut pas raccorder les plans d'une commune sur l'autre. Donc, voilà, c'est l'informatique a permis de rapprocher tous ces... Et de simplifier les choses, je suppose. Et de l'accessibilité, oui. Cédric Seigneur, vous êtes combien à travailler à GeoVendée? C'est une toute petite équipe. Ouais. On est 4 personnes. D'accord. Donc, vraiment petite équipe mais efficace. En réalité, on est bien plus. Parce que GeoVendée, c'est l'équipe technique de GeoVendée D'accord. et c'est l'ensemble des partenaires qui gravitent autour. Donc vous travaillez en réseau. Tout à fait. Donc on ira dans le détail, mais c'est une notion de réseau. Et j'ai parlé de réseau de confiance. Ouais. C'est un réseau de confiance qui s'est construit depuis 10 ans, avec qui on travaille quotidiennement. Des réunions avec nos partenaires, c'est 150 par an. Donc on travaille sur l'ensemble des thématiques qu'aborde GeoVendée, qui intéressent les collectivités, qui intéressent le SDIS, Vendéo, le CIDEV, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Quand on... Alors, comment ça se passe? Parce que, imaginons que moi, je constate que sur ma commune, il y ait un lotissement qui est en train de se construire et qu'il n'y a pas encore, qu'il n'est pas indiqué, etc. Je ne prends pas contact avec GeoVendée. Mon réflexe, c'est de prendre contact avec la mairie en disant c'est pas indiqué sur le... C'est ça. C'est la mairie qui a la responsabilité légale de l'adresse. Et on est aujourd'hui en train de faire attention à ce qu'il n'y ait pas, justement, par le jeu des réseaux sociaux, des adresses qui soient créées par des riverains, qui faute d'une adresse... Quand vous dites des adresses créées par les riverains, ça veut dire quoi? Des adresses qui peuvent être quelquefois difficiles à supporter. Mais des adresses qui ne sont pas créées par la municipalité? Non, et donc à celles-là, elles n'ont aucune valeur. Donc la procédure de GeoVendée, c'est on est partenaire avec toutes les communes, et les communes nous transmettent leurs adresses quand elles en créent ou quand elles en modifient. Et nous, on les traite sur GeoVendée et on les communique à nos partenaires qui sont l'IGN, le SDIS, la Poste et les gestionnaires de GPS. Mais si je vous entends bien, ça veut dire que moi, vendéenne, je peux influer directement sur une carte GPS en créant une adresse qui n'est pas... Ah, on est d'accord. Non, on l'a verrouillé, mais ça... Il y a ce qu'on appelle avec l'open data, il y a eu des tentatives d'interférer directement des citoyens directement sur une adresse qui manquait. Et ça, c'est pas possible de le faire. Là, c'est la panique, parce que si on a plusieurs adresses et plusieurs noms d'adresses pour un problème, c'est compliqué. On parlera évidemment de la problématique. C'est aussi pour ça que on a souhaité faire cette émission, parce qu'il y a évidemment les communes nouvelles, des rapprochements de communes qui en forment une plus grande, par exemple les Essarts-en-Bocage, pour ne citer qu'elles. C'est compliqué de travailler sur la cartographie, Cédric Seigneur. Je ne me rends pas du tout compte du travail que ça demande, parce que vous avez quand même une base de données qui est énorme, toutes données confondues d'ailleurs. Adresse, route, mais aussi localisation de telle ou telle, j'en sais rien, mairie ou... Tout à fait, la base de données, elle est conséquente. On gère, grosso modo, 150 couches à l'échelle du département. Une couche, 150 couches d'informations différentes. Une couche, c'est quoi, par exemple? Ça va être l'adresse, ça va être le cadastre. Oui, bien sûr. Ça va être les documents d'urbanisme, le géoréférencement des entreprises sur le département. Ça va être le géoréférencement des gîtes, des campings, etc. Ça, c'est une masse d'informations incroyable. C'est très vaste. Et c'est un métier
qui a énormément évolué ces dernières années. En 10 ans, on est parti d'un profil de cartographe, donc de dessinateur de cartes, à des profils d'informaticiens. La technique est extrêmement importante aujourd'hui dans les outils qui nous permettent de produire des cartes. Et alimenter les GPS, alimenter les Google Maps, Ça veut dire que vous avez changé de métier ? complètement. D'accord. Non, on l'a enrichi. Oui, mais de partir de cartographe à informaticien, c'est pas le même métier, on est d'accord. L'informatique est le support obligatoire. C'est l'outil. Mais si on perd l'objectif et les enjeux, le cap qu'on cherche, et à ce moment-là, l'informatique peut nous donner des informations dont on n'a pas besoin. D'accord. Donc, pas se noyer dans notre rôle, l'information. c'est aussi de trier dans les informations celles qui sont universelles pour un département, celles qui sont essentielles. C'est le cas de l'adresse, par exemple, ça concerne tout le monde. Ça, c'est un enjeu majeur. On a eu des enjeux qui étaient des enjeux de sécurité sur le littoral après Xintia. Oui, alors c'était une vraie question. Ça, c'est des enjeux de sécurité. Voilà, donc on essaye de rester sur les thèmes qui sont des thèmes utiles à tous les concitoyens sur un territoire donné. D'accord. On va en reparler évidemment de Géovendée et de votre travail. Mais d'abord, on va faire un point sur Noël avec Michel. Vous allez vous mettre plein de parents ados, vous êtes conscient Pas de ça ? du tout. Ah d'accord. Noël fait-il encore rêver aujourd'hui ? Les enfants et les parents d'ailleurs. La question peut se poser sur les... Oui, c'est des deux côtés, oui. C'est des deux côtés. Oui. Noël, c'est les cadeaux. Oui, c'est le prix des cadeaux, oui. C'est le prix des cadeaux. Il suffit de fréquenter un tout petit peu les grandes surfaces actuellement. Qui débordent. Qui débordent, voilà, ça déborde. Ouais. Et ça déborde Et qui de cadeaux et ça depuis déborde octobre. d'enfants. Ah oui. C'est-à-dire que les enfants... Ah Je oui. noircis le tableau. Non. Les enfants vont dans les rayons, se servent, mettent dans le chariot, les parents payent et Noël est fait. Je noircis le tableau, c'est pas partout comme ça. Mais je l'ai vu faire. C'est-à-dire que l'enfant D'accord. n'attend pas le cadeau. Il se fait son propre cadeau, il demande aux parents. Il participe à son cadeau. Voilà, c'est lui qui choisit. Alors, c'est pas la même chose avec les catalogues. Il y a dans les magasins de jouets. Oui, puis les enfants découpent. Mais ça, Hein c'est du rêve. On est là dans qu'est-ce que ça doit être bien, qu'est-ce que Voilà, ça doit être ils bien, collent qu'est-ce que ça doit être bien. sur des pages et ils disent voilà. Et après, ils donnent ça La liste qui fait aux 12 parents lettres. et au reste de la famille. Et le Père Noël apportera... Tiens, le Père Noël, par exemple. Voilà quelque chose qui a du mal à persister. On est d'accord, il existe. Bah, c'est évident qu'il existe. Voilà. Mais pourquoi, Ça, c'est réglé. on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que les parents, pour une fois, ont tellement besoin de ce qu'ils appellent la vérité ? Il faut dire la vérité aux enfants. Est-ce que le Père Noël, c'est pas quelque chose de vrai ? Est-ce que c'est pas quelque chose d'aussi vrai que ce que nous disent les hommes Oui, mais politiques ? alors attendez, mais vous êtes en train de nous dire que les enfants participent, vont dans les rayons, participent, disent moi je veux ça, etc. Les parents achètent. Et le Père Noël dans tout ça. Il y a quand même une sorte de dichotomie avec. Or, ce qui est important à Noël, vous le savez bien, ce qui est important à Noël, c'est le Père Noël. C'est la dinde. Ça n'est plus la crèche. C'est plus La le crèche, c'est- ah le oui fondement religieux. Ah Non, ouais c'est plus ça. Mais il y a quand même tout ce mythe du Père Noël qui descend par la cheminée. C'est quand même extraordinaire, ce bonhomme-là. Et à qui on va mettre près de la cheminée un verre de parlait tout à l'heure. lait et un bout de brioche. Et de la clémentine. Et sous la cheminée, on aura mis ses chaussures. Est-ce qu'il y a un autre moment dans l'année où on met des cadeaux dans les pompes ? Ben non. Non, C'est- écoutez, on, c'est est vrai. on est dans le C'est merveilleux, vrai. là. On C'est est dans le vrai. merveilleux. Et tout le monde s'en accommode très bien, sauf les parents, en disant faut qu'ils arrêtent de penser, ça fait bébé. Mais non, ça fait pas Mais bébé. pourquoi les parents veulent que ce soit qu'on dise la vérité aux enfants Je qu'on sais dise- pas. Il y a une- Alors c'est que parce le Père Noël- parce que eux aussi ont été enfants. Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'on ne se venge pas, nous, parents, de cette soi-disant vérité qu'on nous a donnée et qu'on nous a infligée ? Alors on que se le venge Père depuis Noël, vachement longtemps. Hein. il continue d'exister. Moi, je l'ai vu, le Père Noël. Alors, dès que l'enfant sait parler, on lui dit Père Noël, ça n'existe pas. Ce qui est faux, il Moi, je l'ai existe, vu Père au Noël. centre commercial. Mais bien sûr, Ouais, bien sûr. sur un siège en gazon Mais vert. on le ressort du chapeau, le Père Chez Noël, Prince Baptiste. quand il faut qu'il emmène la totote. Ouais. Il faudrait s'entendre, quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que... Enfin, j'imagine... C'est un coup de gueule, là. Hein. Ah oui, complètement. Vous êtes en forme, là. Hein. On est... les mythes, c'est absolument important. Je relisais le magnifique bouquin qui commence à dater de Roland Barthes, qui s'appelle Mythologie Oui. au pluriel. Et on s'aperçoit que toute notre vie est faite de mythes. Et
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Mais un enfant qui sait, enfin qui subodore que le Père Noël n'existe pas, parce que les copains dans la cour de l'école ont dit non mais attends, t'es trop, ici c'est papa et maman, etc. Est-ce qu'il peut quand même dire moi j'y crois, même en Tout à sachant fait. très bien que c'est pas vrai? Tout à fait. Il y a un signe, c'est que les enfants qui ont eu ces renseignements à l'extérieur vont venir voir les parents en disant « Et Exactement. toi, tu y crois au Père Noël ?» Et dans ce cas-là, on dit quoi? Eh bien, bien sûr, on y croit. Moi, j'y D'accord. crois au Père Noël. Mais Mais est-ce j'y qu'on- crois complètement. C'est pour ça que j'ai fait de la pédiatrie toute ma vie. Bon, C'est est-ce un qu'on grand peut enfant. changer D'accord. le courant de la société? Il ne faut pas rêver. Donc il faut pas. Mais est-ce que c'est pas. Il y a un côté aussi, Noël, faire les cadeaux que souhaite l'enfant, c'est un peu se déculpabiliser, dire on va faire un cadeau parce que. Voilà. C'est ses désirs. C'est les désirs de Et l'enfant. un enfant a des milliers de désirs. Et heureusement, on ne peut pas tous les Mais si par les exemple remplir. l'enfant ouvre le 24 au soir ou le 25 au matin un cadeau, il dit ah bah, c'est parce que je voulais. C'est le Père Noël qui s'est trompé. C'est le Ah, Père Noël vous qui êtes s'est fort. trompé. Ça, je vais te dire, c'est pas tout, moi, c'est pas tout, moi, c'est le c'est Père tout. Noël. Alors, du côté parents, on est dans ces rayons, on voit quand même des gens qui balancent entre la gêne d'être obligé d'acheter à des prix pareils, Ouais, parce que c'est et cher. puis la culpabilité si je le fais pas. Oui, donc il y a une culpabilité. Donc on est là vis-à-vis dans un des état parents. de malaise qui est loin de ce que ça devrait être. C'est sympa, Noël, hein. Bah oui, c'est sympa Noël. Et si on leur met des boîtes vides au pied du sapin? Eh bien, on en parlait un petit peu tout Non, à mais l'heure. on peut- La Moi, boîte est ça extrêmement arrangerait importante. pas mal de gens, je pense. La boîte est extrêmement Le importante. papier cadeau pour les petits, très parce que. important. C'est hein. très important. Mais des boîtes vides, essayez, on verra bien. Et les chaussures. Les chaussures, hein, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Clémenceau qui disait le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Oh, et c'est c'est beau, ça. pareil à Noël, c'est de mettre ses chaussures, d'aller se coucher en disant vivement demain matin. Ce qui est Ouais. important, c'est pas d'avoir, c'est de désirer. D'accord. Il faut quand même comprendre. Et à tout âge, hein, à tout D'accord. âge. On verra si les enfants sont devenus matérialistes plus aujourd'hui peut-être Oui, que on verra. demain. Moi, mon papy, je fais juste un incartade, on s'en fout, mais il nous avait fait croire que le Père Noël passait par les toilettes. Donc on mettait nos souliers C'est devant un les autre portes des mythe. toilettes. Ça, c'est un autre C'est vrai, mythe. vous pouvez en tout. Et on le fait encore et ça se perpétue dans la. Nous, on a quand même un problème avec le Père Noël, c'est qu'on n'a pas réussi encore à avoir ces informations géographiques. Mais c'est ça, Parce que j'allais vous lui- poser la question. Lui, il a un GPS qu'on ne connaît pas. Il a et le qu'il a GPS. depuis très Il a longtemps. le GPS. Il l'a depuis très longtemps. Et même quand on change d'adresse et qu'on n'a pas fait les on a démarches. beau avoir été sage, on n'a jamais réussi à l'avoir, nous, à Et on Gévaudan. ne sait pas où il est d'ailleurs. S'il Non. nous écoute et qu'il veut passer un partenariat avec Gévaudan, qu'il nous Si vous appelle. pouvez nous donner vos coordonnées en Laponie ou je sais pas quoi, ça serait bien. Merci beaucoup, Michel. On refait un point sur Noël et la magie de Noël tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de Géo Vendée. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à l'association Géo Vendée. Nous sommes en compagnie de Cédric Seigneuré, son directeur, et Dominique Caillot, son président. Géo Vendée, qui est une association qui récupère des données, et surtout notamment concernant le GPS, qui est devenu un outil quotidien de notre quotidien, justement. Et on va en parler d'ici quelques instants. Je rappelle juste qu'il y aura la fin de la chronique de Michel sur Noël et le début de la chronique de Baptiste sur le Guy. Justement, Géo Vendée, l'association Cédric Seigneuré, on précise bien les choses parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair depuis le début de l'émission. L'association ne travaille pas avec le grand public, enfin du moins pas encore tout à fait. Vous travaillez vraiment avec les institutionnels ou les grands groupes, c'est ça? Tout à fait. Nous travaillons avec nos partenaires, les collectivités. On va C'est travailler avec des grands groupes comme le SDIS, les pompiers, Ouais. très concrètement, avec les syndicats d'eau, le syndicat d'énergie, mais aujourd'hui pas encore vers le grand public. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'appeler Géo Vendée en disant ma rue n'est pas... c'est pas voilà, on se disait tout à l'heure, on passe par les mairies ou les communautés de communes pour ça. Voilà, Puis après, j'invite récupérer toute l'information. les habitants à appeler directement les mairies. C'est le premier outil qui va leur servir à faire remonter de l'information vers Géo Vendée pour D'accord. organiser tout ça. Alors par contre, vous travaillez, et on en parlait avec Baptiste pendant la pause, avec notamment le SDIS, donc les pompiers, Tout à fait. qui sont sollicités et qui, je suppose que le GPS et les coordonnées sont un outil absolument indispensable, notamment pour localiser des accidents, etc. Comment ça se passe? L'information, elle est perpétuellement... L'information que vous allez véhiculer aux SDIS notamment, mais aux autres, elle est
tout le temps modifiée? Comment ça se passe? Oui, elle est tout le temps Actualisée, je modifiée. veux dire. Voilà, Donc, le SDIS, les pompiers, a un besoin d'un bon géoréférencement d'adresse extrêmement important. c'est ça. Les pompiers, c'est un appel toutes les 16 minutes Ouais. pour géoréférencer une personne. Donc, c'est énorme. Ils ont besoin d'avoir une adresse très à jour. On a des lotissements sûr. qui se créent tous les jours, on a des modifications dans les collectivités, on verra tout à l'heure la loi NOTRe, qui modifie un certain nombre d'adresses. On a donc besoin d'avoir une adresse toujours à jour. Dans le réseau de confiance qu'a mis en place GeoVendée, Ouais. on a invité, on a formé les collectivités, donc directement les communes, à remonter dans le portail de GeoVendée, le geovendée.fr. Donc il y a un logiciel qui est dédié. Tout On à remplit fait. sur le site internet. Et il remonte au travers de ce site internet toutes les créations, toutes les modifications, toutes les suppressions d'adresses qu'ils peuvent avoir sur leur territoire. Donc très concrètement, quand il y a une délibération au conseil municipal Exactement. Voilà. de création d'un lotissement, d'une nouvelle rue ou d'un nouveau numéro, Un rond-point qui se crée ou des choses comme ça. le lendemain, le ou la secrétaire de mairie se connecte au geovendée.fr, déclare l'adresse, fait un petit plan, le fournit à GeoVendée, et au travers d'une plateforme informatique qu'on a mis en place sur le département entre nos partenaires, ça véhicule directement dans les bases de données de nos partenaires. Alors, est-ce que l'information marche aussi quand, par exemple, je crée mon entreprise dans un lieu, sur une commune? Est-ce que là aussi, c'est une information que la mairie va vous envoyer, ou est-ce que c'est le chef d'entreprise qui va dire, ben voilà, j'ai créé mon entreprise à tel endroit, changement d'adresse ou nouvelle adresse, comment ça se passe? Il peut y avoir plusieurs façons de travailler. Ouais. Soit ça passe effectivement par la mairie, Ouais. soit au travers des déclarations que font les entreprises, notamment le centre de formalité des entreprises où ils déclarent leur adresse. Ah oui, d'accord, oui, directement à la chambre Voilà. de métier ou chambre de Directement commerce. avec des partenaires comme la chambre des métiers ou la chambre de commerce, tout Ouais, simplement. ouais. On va récupérer ces D'accord. données-là, géoréférencer et pouvoir les fournir à nos partenaires, le SDIS, la Poste, etc. Donc ça veut dire que la secrétaire de mairie, je facilite les choses, envoie l'information en disant voilà, vu la délibération de la mairie, on a tel changement, tel changement, tel changement. Elle vous donne l'information et vous, dans ce cas-là, vous êtes une sorte de courroie de transmission pour répercuter l'information au SDIS, à la Poste aussi, Tout on à pense ça. fait. C'est ça? Pour le faire instantanément à tous ceux qui sont concernés, pour que tout le monde ait bien la même adresse Et en une seule fois? en une seule fois. Oui. C'est ça l'intérêt. D'accord, c'est ça notre l'intérêt. intérêt. On a économisé beaucoup d'énergie avec ce système. Donc vous avez Mais- quoi? Vous avez créé un logiciel spécifique? Comment ça se passe? Vous avez... non? Oui, quelque part, on a mis au point on a une plateforme d'échange de données informatiques qu'on a développée sous un aspect très, très, très simple. En Vendée, on n'aime pas imposer les choses aux gens. Donc, on ne pouvait pas imposer aux différentes collectivités un logiciel unique ou un matériel D'accord. unique. Oui. Donc, chacun a gardé son matériel. D'accord. Et nous, on a inventé ou développé une plateforme qui prend les informations sous le format du partenaire et qui les renvoie au format du partenaire, même s'il est différent. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a une moulinette C'est qui plus fait... vous qui vous adaptez Voilà. aux On outils sait. des différentes Et grâce à ça, on a pu mettre... ça marche bien. Et du coup, on est devenu l'endroit où on peut échanger les informations sans avoir à se remettre en cause en permanence. Michel, vous aviez une question sur la confidentialité, exactement, oui. certaines Est-ce données. que, est-ce que c'est une question qu'on se pose régulièrement lorsqu'on met autant de renseignements à la portée de tout le monde? Est-ce que la confidentialité, est-ce que l'intérêt personnel joue dans votre travail? travail. Alors, c'est la CNIL qui gère ce genre de confidentialité et de diffusion. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, la précision des photos aériennes, où on est à 20 cm, si vous regardez sur Google ou sur les cartes, vous voyez très bien le véhicule qui est devant la maison, vous voyez très bien Google des Earth, c'est détails tout ça, très précis. Ça, malheureusement, c'est devenu... les avantages, on considère que les avantages sont supérieurs aux inconvénients et qu'on ne peut pas l'empêcher. Mais ça peut poser des problèmes. Ouais. Notamment on parlait des caméras de surveillance ou des choses comme ça. Oui. Les radars aussi. Et Les puis radars qui sont signalés, les les radars. nouveaux systèmes de repérage des rues, où avec des véhicules avec des caméras embarquées, on traverse les villes. On a les façades, on a tout. Alors, on floute les personnes, on floute les plaques Ouais. d'immatriculation, mais
c'est quand même d'une grande précision et d'une grande rapidité. Oui, Cédric Seigneur, je vous en prie. Vas-y. Ça demande aussi un traitement de données, un temps considérable, des masses d'informations à cacher, à collecter, à standardiser, à organiser. Ouais, c'est ça. La problématique des communes nouvelles, qui est effective depuis le 1er janvier notamment, je prends l'exemple des Essarts-en-Bocage, qui a la fusion de 4 communes, il y a Loie, il y a Boulogne, il y a les Essarts bien sûr et Sainte-Florence. Je suppose que ça vous donne une problématique différente, c'est-à-dire que il faut changer le nom. Il y a des rues qui peuvent être semblables d'une commune à l'autre. Oui, mais il faut aussi réactualiser ça. Il ne peut pas y avoir la même en rue. Vendée, il n'y a pas une commune qui n'a pas une rue Clémenceau. Exactement. Alors comment on fait dans ces cas-là? Il faut trouver des solutions. Mais vous concrètement, c'est pas nous. C'est vous. C'est une fois que on reprend le système de la délibération de mairie. Voilà. Tout à fait. La première structure à devoir faire son travail. Si on peut le dire comme ça, c'est à la collectivité de le faire, c'est à la commune de le faire. J'avais pas plus tard que ce matin Aubigny-les-Clouzot au téléphone qui m'interrogeait sur comment je remonte cette adresse-là. Exactement. Quels sont les vecteurs? Qui est arrosé par cette distribution d'adresses? Est-ce que les pompiers reçoivent bien cette adresse-là? Est-ce que les impôts, parce que les impôts s'y intéressent aussi, comment ça fonctionne? D'accord, donc vous êtes aussi vous informez et les différentes institutions de comment vous travaillez et comment en fait il y a un retour dans les deux sens en fait. Ils vous envoient l'information et vous leur dites ça se passe comme ça. La clé de la réussite, c'est un réseau de confiance, de la technique bien sûr parce qu'il en faut, mais aussi beaucoup de communication, beaucoup d'informations. On est en relais quotidien avec nos partenaires. On va y revenir évidemment dans la troisième partie de cette émission, mais d'abord on va faire un point sur le gui avec Baptiste. C'est la pleine période de Noël. Ouais, c'est la pleine période, effectivement, c'est la pleine période du gui. Alors le gui, on en trouve toute l'année, mais il est très connu, très emblématique, grâce à un dessin animé, grâce à une BD. Ouais. Laquelle? Astérix Obélix, effectivement. Puisque Panoramix en utilise surtout sur le chêne, puisque le gui pousse rarement sur le chêne. Et dans la mythologie des Celtes, c'était quelque chose de très précieux, de très rare, et qui avait, entre autres, des pouvoirs, des vertus plutôt saines pour faire pousser, normalement, le blé, entre autres. Ah, d'accord. On va en revenir tout à l'heure sur la tradition. C'est très joli, le gui, d'ailleurs. Non. C'est joli, moi c'est relatif, tout est possible. Ok, c'est moche. C'est vert, c'est jaune, c'est rond. C'est rond. Il y a un côté un peu rond. C'est rond parce que c'est un arbuste, c'est un petit arbrisseau. Alors c'est un petit arbrisseau épiphyte, Adèle, épiphyte, le cactus de Noël. Non, épiphyte. Épiphyte, non. Non. Non, oui, d'accord. Épicurphyte plante, une plante qui vit sur d'autres plantes, mais normalement sans lui faire de mal. Or le gui peut faire un petit peu de mal. Ouais. Alors, un sous-arbrisseau, entendez par là un arbuste miniature, on en voit un peu partout sur les peupliers, tout simplement parce que le peuplier est un bois tendre. D'accord. Et donc c'est plus facile pour le gui de s'installer sur des bois tendres. On le trouve aussi sur les pommiers, en Normandie souvent, ou sur d'autres choses. C'est pour ça que le chêne étant un bois dur, c'est là où il aura le plus de mal à se mettre. À se fixer. Exactement. D'accord. Alors, ces grandes boules, elles peuvent atteindre 50 cm, 1 mètre de diamètre, et elles vont recouvrir le tronc. Elles vont faire des fleurs, première curiosité, des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et oui, il n'y a pas un gui, mais plutôt des gis. Il y a des gis qui font des fleurs mâles et des gis qui font des fleurs femelles. Voilà. D'accord, je savais pas. Et donc, ils vont être pollinisés alors par la fameuse fécondation. Il va falloir... Fécondation, oui. Effectivement, je vous la présente d'ailleurs, Michel. La fécondation va apparaître à l'écran. Et donc, un peu de mythe au Père de Noël, un peu de merveilleux. Voilà la fécondation. Sinon, il va nous flinguer notre Noël. Et donc, la fécondation a lieu souvent avec des mouches. Et non pas avec des abeilles et des bourdons. Alors, les abeilles et les bourdons jouent un petit rôle, mais les mouches ont aussi, elles, un grand rôle. Et oui, le monopole de la pollinisation. C'est bien la première fois que la mouche... Enfin, non, pardon. On verra, il y a beaucoup de plantes, effectivement, qui c'est dommage que Jean-Luc soit pas là, il aurait pu en parler. Exactement. On parlera des mouches. On parlera des mouches après. Et donc, du coup, une fois la fécondation passée, voilà, il faudra bien sûr la formation d'un fruit.
Ouais. Donc les fleurs femelles auront... Et donc le petit nom... Il y a les bouboules. Il y a des petites boules, effectivement, des baies. Et donc le nom du gui, d'ailleurs. c'est Viscom album. Ah, ça colle. Soit disons Viscom, le truc visqueux, album blanc, le truc visqueux blanc. Heureusement, j'en ai pas là. Sympa. Nous ne partirons pas dans le graveleux. Ça tâche en plus. Hein. Non, alors attendez. Non mais Jean n'est pas là. Pour une fois qu'on pouvait avoir un truc tranquille, pépère. Vous y mettez pas, ça va pas le faire. Ah, j'ai eu un bon exemple, écoutez, je suis coaché. Et donc, Viscom album, eh bien, ces petites baies, elles vont mettre presque 3 ans à mûrir et à être prêtes à lâcher des graines et puis ensuite à pouvoir être aussi consommées. Alors, une fois qu'elles sont consommées par des grives ou des oiseaux, elles vont partir dans les déjections des oiseaux sans être pour autant abîmées et projetées le long d'un tronc. Et là, on voit, c'est assez étonnant, on se croirait dans un dessin animé, mais en fait, c'est une graine de gui qui est en train de germer sur une branche. On dirait des ventouses, en fait. Exactement, ce sont des sussoirs. Les sussoirs vont aller directement sur l'écorce et infiltrer tout un tas de petits vaisseaux. C'est ça, les petits vaisseaux? Effectivement. Alors, ils vont aller dans des vaisseaux, mais pas n'importe quel vaisseau, les vaisseaux de la sève brute. Parce que dans un arbre, il y a de la sève brute et de la sève élaborée. Alors, pour revenir un petit peu là-dessus, la sève brute, c'est l'eau et les minéraux qui sont absorbés par les racines pour être emmenés jusqu'aux feuilles. Les feuilles réalisent la photosynthèse et transforment cette sève brute en sève élaborée, qui repart ensuite dans toute la plante avec des sucres complexes et qui permettent à la plante de pousser. Alors, le gui, lui, va se mettre uniquement sur les vaisseaux de la sève brute et non pas de la sève élaborée. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il est fainéant parce qu'il parasite la plante, donc il va lui faire un petit peu de mal, mais pas trop, puisqu'il se sert directement à la source. C'est un petit peu comme s'il y avait un room service et qu'on lui apportait simplement les ingrédients pour faire la cuisine, alors que les vrais parasites, eux, se servent déjà des plats déjà cuisinés. Ah, joli. Voilà. Une belle comparaison. Très bien. J'ai tout compris. Oh, c'est incroyable. Tout à l'heure, la séduction. Ah, bah oui, parce que qui dit bisous. Des bisous, effectivement. Qui dit bisous. On verra ça tout à l'heure. Il ne faut pas manger les petites graines. Ah non, c'est toxique. Attention, c'est toxique. Comme le hou, une ou deux graines de hou et on vomit toute la soirée. Attention pour les périodes de fête. La gastro n'est pas loin. Merci Baptiste. Michel, on refait un point sur Noël. Après le gui. Alors, on a vu que nos enfants avaient besoin de croire au Père Noël. Les cadeaux, etc. Trop. Entre autres, oui. Est-ce que nos enfants sont matérialistes? Dans le fond. Les parents, oui. Ah ben, ils sont beaucoup moins que les parents. Oui, mais quand ils disent « Maman, je veux ça ». C'est du désir. Ouais. D'ailleurs, oui, mais attendez, Michel. Entre une boîte vide, super bien décorée, et une boîte super bien décorée, mais pas vide, avec le dernier truc à la mode, etc., ils vont choisir quoi? La boîte avait quelque chose dedans. On est d'accord. Mais est-ce dire que l'important, c'était ce qu'il y avait dans la boîte ou est-ce que c'est la boîte qui fait l'importance de ce qui est dedans? Ah oui, il faudrait faire le test. Une jolie boîte décorée avec la chose dedans, un truc très moche avec le cadeau dedans. Eh ben, je pense que de toute façon, il prendrait celle avec le cadeau dedans et au bout de 2 jours, il ne s'occuperait plus du cadeau. D'accord. C'est tout. Mais on a tous fait cette expérience-là d'un cadeau qu'on a choisi, enfin qu'on avait demandé au Père Noël qu'il a choisi, qu'il a envoyé. On s'aperçoit au bout de 2 jours que c'est pas si intéressant que ça. Mais alors ça veut dire quoi est-ce que l'enfant a la notion de la valeur du cadeau par contre? De la valeur marchande? Oui. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Alors là, je crois qu'il faut que les parents arrêtent de croire que plus le cadeau est cher, plus le cadeau va être apprécié. Oh bah c'est bon. Ah bah oui, bien sûr c'est bon. Je vais leur donner des clémentines. Bien sûr c'est bon. Ils n'ont pas la notion de l'importance de l'argent. Ils ne sont pas encore, jusqu'à 8-9 ans, ils ne sont pas encore dans la valeur du troc. Ils savent pas faire ça. Donc arrêtons, c'est pas le prix du cadeau qui fait la valeur du cadeau. Je crois que ce qui fait la valeur du cadeau et ce qui fait l'intérêt du cadeau, c'est que c'est les parents qui le donnent. Car le véritable cadeau qu'on peut faire à des enfants, c'est que les parents s'intéressent à eux. S'investissent à eux, qu'ils arrêtent de regarder l'écran en regardant leurs enfants. Alors, juste une question par rapport à ça. Est-ce que les enfants, et les parents aussi, ça va de pair, mais vu les nouvelles générations d'enfants, est-ce que les enfants ne sont pas plus matérialistes qu'il y a quelques années ou dans les années 50 parce que les cadeaux n'étaient pas les mêmes? Je ne pense pas. Ah, d'accord, il n'y a pas de... Je pense pas que la société de consommation n'a pas pris le pas jusqu'à un certain âge, on est dans la même démarche. D'accord. Et la démarche, c'est « donnez-moi du rêve, s'il vous plaît ». D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec une question de génération ou quoi que ce soit. Je pense pas. Le cadeau de papa et maman est plus apprécié que le cadeau de mamie et papy?
Vous êtes en train de dire que c'est là les parents. Je sais pas, je pose une question. Mais voilà, je pose une question, Michel. Donc, je pense que ça dépend des familles, mais l'important, c'est pas le cadeau, c'est la personne qui l'a offerte. D'accord. Et si on n'offre pas de cadeau? Du tout. Il y a un cadeau qu'on peut offrir, c'est d'être là. Oh là, vous me réglez un problème incroyable. J'ai pas fini mes cadeaux. Je pense que je vais faire ça. Je suis là. C'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé. Je dirais que c'est pas le Père Noël, je dirais que c'est Michel Juchereau. Mais juste pour... Oui, on termine un petit peu sur le fait... Donc vous dites bien que d'abord les enfants, ils aiment papa-maman. C'est d'abord ça qu'ils aiment, avant le cadeau. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il y a un âge où papa et maman sont absolument irremplaçables. C'est jusqu'à quel âge? Il y a une période... Jusqu'à quel âge je veux les dégager? Non, c'est pour ça que je circonvoluais autour. Mais il y a un moment où papa est le meilleur, maman est la meilleure et on ne peut pas s'en passer. C'est entre 5-6 ans et 12-13 ans. Là, on est 12-13 ans. Après, on est des... Bien sûr. Quand on pose la question à quel âge est-ce que les parents ne doivent pas se séparer, c'est dans cette période-là. Mais avant non plus, c'est pas très bien. Et puis après, c'est pas terrible. Ah ouais, d'accord. Donc vous m'avez dit 5 ans, 12 ans. Oui, ce qu'on appelle la période de latence. C'est là où le père est tout amour. Tout amour. Papa est Superman et maman est Superwoman. C'est la plus belle. Et papa, c'est le plus fort. Quand arrivera l'adolescence, on s'apercevra qu'ils ont l'un et l'autre des défauts. Mais jusque-là... D'accord. C'est beau ce que vous dites, Michel. Ah oui, hein. Ouais, je trouve ça très beau. Qu'est-ce que vous faites à Noël? Parce que comme ça, on réglera peut-être des problèmes. Je ne vous dirai pas. Non, parce que je vous invite. J'ai fait le Père Noël. C'est vrai? Ouais. Ah oui, mais le Père Noël existe. Ah oui, mais il ne peut pas être partout en même temps. C'est ça. Et il a et voilà, GPS et tout ça. En particulier dans les services hospitaliers, on est obligé de prendre les vêtements du Père Noël. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Joyeux Noël. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de Géovendée. Retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à l'association Géovendée. On parle GPS, on parle coordonnées et on va terminer cette émission avec Dominique Cailloz, le président de Géovendée, mais également Cédric Seigneury, son directeur. Mais avant, on va reparler de Guy, enfin du Guy, parce que Guy, on s'en fout un peu. Donc là, la symbolique du Guy, c'est de se faire un bisou sous le Guy. Effectivement. Alors le Guy, on en a parlé tout à l'heure, il était sur la sève brute. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le Guy est vert. Et le Guy fait de la photosynthèse. C'est pour ça qu'il est vert, d'ailleurs. Je sais qu'il y avait un génie, il y en avait. Ah non. Pardon. J'en ai pas partout. C'est pour ça que je rigolais. Le Guy est vert. Le Guy est vert, il n'y a pas de Guy d'autres couleurs? Alors, normalement, non. Je pense qu'en botanique, toute exception existe, donc on ne va pas aller jusque-là. Mais le Guy étant vert, il fait sa propre photosynthèse, donc ce n'est pas un vrai parasite, c'est un semi-parasite. C'était là où était la nuance. Et donc, quand on voit du Guy, il n'est pas très dangereux, il l'est un petit peu. Donc voilà. Et donc, effectivement... Outil de séduction massive en période de fin d'année. Alors, ça vient de la romantique. Alors, c'est vous dire... romantique, c'est marrant. Petit jeu de mots. Incroyable. Et donc, du coup, en période de romantique, il avait un grand intérêt dans les processus de mariage. Ah bon? Voilà. Et c'est resté. Et au Moyen-Âge, on avait un dicton. On s'offrait d'ailleurs du Guy aux périodes de fin d'année. Et on disait « au Guy l'an neuf ». Voilà, c'était une des phrases qui se disait beaucoup. Et ensuite, le « au Guy l'an neuf » est passé en « bon an, mal an, Dieu soit séant ». Donc, Dieu soit dans la maison. Et donc là, on était plutôt dans une autre interprétation avec plutôt porte-bonheur. Ouais. Il fallait que dans la maison, l'Esprit Saint soit là. Et donc, du coup, le Guy avait cette symbolique de sainteté et donc apportait du bonheur. Et c'est surtout les Américains qui ont apporté cette tradition de s'embrasser parce que tout le monde a cette vision de on s'embrasse sous le Guy grâce souvent aux films américains où ils arrivent sous un brin de Guy, qui n'est pas le même Guy que chez nous. Ah bon? J'ai trouvé, je ne savais pas, c'est Phoradendron flavescens, qui est en fait une plante qui ressemble au Guy, mais qui n'est pas du tout la même. Mais qui est dans la catégorie, qui est plutôt dans la... Qui ressemble fortement, oui, dans à peu près dans la même catégorie. C'est marrant parce qu'il y a un côté très chrétien au bout d'un moment, mais en fait ça vient des druides qui sont plutôt des religions païennes, etc. Donc il y a vraiment un mélange des différentes... Il y a un gros mélange de cultures, effectivement, en fait. Et une grosse influence anglo-saxonne sur cette tradition du Guy.
Et donc, du coup, je lance un appel à tous les jeunes hommes et les jeunes filles qui voudraient draguer en période de fin d'année et qui faut avoir une boule de Guy sous le bras. Oui, pour éviter le « tu es charmante, on s'embrasse » ou le pire « t'es bonne, tu viens ». Je leur conseille d'avoir un petit bout de Guy, de l'accrocher et d'emmener délicatement leur promise ou leur promis. Ah oui, c'est ça, parce que je croyais qu'il y avait un hasard quand même, la notion de hasard. Il faut créer le hasard, voilà, créer le hasard. Dire dans la mythologie, tu crois au destin? Ça marche bien. Ça. Non, c'est le grand truc. Est-ce que tu crois au destin? Pardon. Normalement, les jeunes filles sont assez sensibles à ça. Tu crois au destin? D'embrasser délicatement. Ensuite, sa promise sous le gui et une bonne soirée de fête de fin d'année s'annonce probablement. Oui, mais le gui, il faut le mettre à l'entrée de la maison parce que là, on est sûr de voir passer. On est sûr d'embrasser tout le monde. Voilà. En période de grippe et de gastro, c'est pas terrible. Hein. Surtout si tu as mangé les bouboules blanches avant. Bonjour. Mais oui, d'accord. Donc ça, c'est le gui et c'est encore. J'ai rarement vu du gui dans les maisons. Du gui dans les maisons, effectivement. C'est quelque chose que tout le monde connaît, mais que peu de gens utilisent. Il y a encore quand même cette notion de bon an, mal an, Dieu soit séant, où les gens avaient encore dans le temps ce petit bout de gui. On l'a transformé au XXe siècle en bonne et heureuse année. Donc du coup, le gui est un peu parti. Effectivement. Et donc cette tradition reste anglo-saxonne. Et puis dans certaines familles, on peut encore l'avoir. Mais c'est un atout de drague en fête de fin d'année. Je le précise quand même à tous ceux qui voudraient passer une fête de fin d'année. À tous ceux qui veulent pécho à Noël. Voilà. C'est un peu. Comme quoi la botanique, c'est pas si chiant que ça. C'est pour ça qu'on ça mène à tout. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous veniez, Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste. Je vous ai troublé. C'est le Guy qui m'a troublé. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission sur Géovendée. On va reparler des adresses. Dominique Caillot, est-ce qu'il existe encore en Vendée des zones entre guillemets vierges? C'est-à-dire que vous n'avez pas les coordonnées, les données? Alors, il y avait la Vendée, la Poste a identifié 400 000 points d'adresse et il y en a 35 000 qui sont mal identifiés ou mal répertoriés. Pour quelle raison à la base? Parce que c'est des lieux-dits qui ont été, qui sont souvent agrandis avec des constructions nouvelles. Oui. Et c'est pas bien référencé. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces 35 000 points, qui sont souvent des points touristiques intéressants, parce que c'est souvent des gîtes ruraux, des endroits un peu à l'écart des bourgs. Qui accueillent du monde. Et qui ont besoin de recevoir du monde. D'être référencés, oui. Et donc, au lieu de dire rendez-vous devant la mairie pour je vais vous guider jusque là-bas, on aura une adresse précise géoréférencée. Alors, ce qu'il faut bien redire à nos auditeurs, c'est que l'adresse pour Géovendée, c'est un intitulé, mais c'est surtout un point géographique. Oui, c'est ça. Et c'est la différence entre l'adresse traditionnelle et l'adresse géomatique. C'est un point identifié sur une carte qui est ou qui n'est pas de nom. Ce qui fait que les pompiers, quand ils vont à un endroit identifié, ils peuvent y aller, non pas sur le nom, mais sur la localisation de l'adresse. On parle des adresses, mais est-ce qu'il y a des zones, des endroits où il y a vous récupérez moins d'informations, ou c'est très éparpillé sur le département? Non, c'est assez éparpillé. Je dirais que c'est là où il y a eu beaucoup de constructions en zone rurale, c'est souvent mal identifié. Les lotissements sont bien identifiés, mais les zones industrielles, paradoxalement, sont souvent très mal référencées. Et les zones rurales, où on avait une métairie qui gardait un nom, et au jour, il y a 5 ou 6 maisons, et on ne sait pas très bien comment les identifier. Vous parliez de Xynthia tout à l'heure, Dominique Caillot. Là, vous faisiez la référence à Xynthia. Moi, j'avais une question. Est-ce que justement des catastrophes, malheureusement, comme celle que l'on a connue pour Xynthia, ont des conséquences sur votre travail, notamment sur la Faute et l'Aiguillon-sur-Mer? Tout de suite, on pense à ça. Toutes les catastrophes, tous les sinistres ont eu des effets rapides et forts sur l'information géographique. Oui, parce qu'il y a des zones, notamment à la Faute aujourd'hui, qui ne sont plus habitées. Nous, on est confrontés au risque de mer et de submersion. Oui. D'autres sont confrontés aux feux de forêt, d'autres sont confrontés aux avalanches. Les risques naturels ont été souvent le point de départ d'une prise de conscience de l'obligation d'avoir une bonne cartographie des points de référence et des analyses sur ces cartes. Cédric Seigneuret, on a
déjà des GPS et des cartes qui sont très fournies, il y a beaucoup d'informations, etc. Jusqu'où ça peut aller tout ça? Est-ce que la technicité, la technologie peut engendrer des GPS qui vont être extrêmement précis ou qui vont mettre en place des bases de données ou des coordonnées qu'aujourd'hui on ne prend pas en compte? Mais voilà, comment le métier va évoluer? Moi, j'ai un exemple très précis. Les collectivités vont devoir produire ce qu'on appelle, dans notre jargon technique, un plan de corps de rue simplifié. C'est quoi? Grosso modo, on va utiliser des véhicules qui vont numériser toutes les rues de France, de Vendée évidemment, pour savoir à 10 cm près où se trouve le trottoir, où se trouve l'avaloir, D'accord. où se trouve la bouche à clé qui permet de fermer les vannes d'eau ou les vannes de gaz, etc. Donc on va produire ce plan sur un programme de 10 ans, et ce programme va commencer début 2017. C'est un programme qui va aussi commencer ici en Vendée ou c'est un programme? Tout à fait. Oui, c'est en Vendée, d'accord. Il commence, mais il se fait surtout au national, il est obligatoire au national, mais à l'échelon d'un département, on est nous les premiers à démarrer à l'échelon du département. Donc 2017, d'accord. Et j'ai rencontré un des acteurs nationaux du GPS pas plus tard que la semaine dernière. On discutait technique, partenariat, échange avec les collectivités et au départ principalement sur l'adresse. Et puis il m'a expliqué que dans ces partenariats, notamment avec les automobiles, les automobiles allemandes en particulier, ils étaient en train d'expérimenter les voitures autonomes. Ah oui, les fameuses où il n'y a pas de conducteur. Mais dans notre discussion, tout à fait, dans notre discussion, on en est venu à se dire, mais si on pouvait fournir demain, alors c'est sans doute demain, ces plans de corps de rue à 10 cm près, les intégrer dans les véhicules... On n'aurait plus besoin d'avoir un conducteur, c'est ça. Est-ce que ça ne pourrait pas servir à ces technologies-là? Donc je dirais que ce qu'on imagine aujourd'hui peut aller sans doute très loin demain. Quand on voit en 10 ans l'évolution extrêmement importante qu'ont eu tous les appareils qui exploitent l'information géographique, on peut imaginer que demain, ça va aller beaucoup plus loin. On le voit d'ailleurs, il y a eu quelques reportages à la télé dernièrement, les drones qui permettent d'aller déposer chez leurs clients un colis. Oui, c'est ça. Bien, derrière, il faut une information géographique extrêmement précise. Mais il y a quand même... Alors, moi, je me pose la question, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a déjà le côté très Big Brother, très assisté de toutes ces technologies-là. Et puis, si ça tombe en panne, on fait comment? Enfin, je veux dire, il y a aussi cette notion-là. On parle d'électronique dans les voitures qui... comment on fait, quoi? Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que le fait d'être toujours dans la technologie et d'être aussi performant et aussi précis, notamment sur les coordonnées et les données géographiques, est-ce qu'on va pas être complètement dépendant? Et voilà, il y a aussi cette... Il y a une dépendance, il y a une vraie dépendance. Et puis le côté aussi Big Brother, on parlait des caméras de sécurité tout à l'heure. Il y a un énorme confort et une grande dépendance. Oui, c'est ça. Mais c'est ce à quoi on tend. Tout à fait. Ce à quoi on tend. Et le cadeau de Noël de l'Europe pour les amateurs d'information géographique, c'est Galileo. Exactement. Galileo. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Galileo est un outil qui a mis du temps à se mettre en place. On rappelle peut-être ce que c'est que Galileo. Alors Galileo, c'est le GPS européen. C'est ça. Voilà. Le GPS est américain, échelle européenne, oui. Mais le Galileo, c'est le système européen qui s'appuie sur des satellites qui tournent autour de la Terre et qui vont nous donner une information géographique à 10 cm près. Mais ça veut dire que vous allez vous greffer sur Galileo. Vous pouvez vous greffer sur Galileo. Comment ça se passe? Galileo va se connecter, enfin les partenaires vont se connecter sur Galileo. C'est ça. Ça commence. C'est vos partenaires? Ce sera les TomTom, ce sera les GPS, etc. Avec qui vous travaillez d'ailleurs, TomTom? Ouais, d'accord. J'avais une dernière question pour cette émission, mais juste avant, est-ce qu'il y a des secteurs en Vendée qui demandent plus d'attention en coordonnées GPS? Être vraiment précis. On parlait des secours tout à l'heure et des pompiers, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont... Le secteur économique est très dépendant d'une bonne information géographique. En Vendée, on a 400 zones d'activité. Ces 400 zones d'activité regroupent, grosso modo, 4000 entreprises. Derrière chacune des entreprises, il faut un point adresse pour un bon service de livraison, mais aussi pour le développement du numérique. Il y a des plans de déploiement de la fibre optique un peu partout. Orange, Vendée Numérique. Mais une entreprise, pour qu'elle puisse accéder à un service de fibre optique, un service d'Internet très haut débit, il lui faut impérativement
un point adresse. Un point adresse. Sans ce point adresse, Ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique Cavalier. oui, elle ne peut pas contractualiser. D'accord. Donc ça, c'est l'un des secteurs qui demande plus d'attention, et notamment l'économie. La livraison, le levier. Si on regarde aujourd'hui l'explosion des ventes par Internet, de la poste, tout le monde commence à acheter par Internet, même ceux qui n'y croyaient pas. C'est que des livraisons par des véhicules de livraison qui viennent à domicile. Plus l'adresse est précise, plus le levier économique d'économie de la livraison est fort. Et plus la livraison se fait rapidement. J'ai une toute dernière question. Est-ce que vous avez mis votre GPS pour venir jusqu'ici ? Non, mais j'aurais dû. Donc il y a un souci, on est d'accord. Non, j'aurais dû parce que je me suis basé sur mon repère visuel. Je suis passé devant et je me suis retrouvé sur la route. Voilà. Moi, je n'en ai pas eu besoin parce que moi, j'ai regardé la carte papier avant de venir. Voilà, la carte IGN. Très bien. Michel, très vite. Il y a un phénomène qu'on connaît maintenant, c'est que l'apoptose, enfin la destruction des neurones, touche surtout les neurones qui ne servent plus. Ah oui. Et on est parti vers une atrophie cérébrale collective. Voilà. C'est sur ces... Voilà, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup en tout cas d'avoir expliqué ce qu'était Géo Vendée. C'est beaucoup plus clair, merci beaucoup. Merci Michel et Baptiste, joyeuse fête de fin d'année à vous aussi, belle fête de fin d'année. On se retrouve très vite évidemment en 2017, on aura le temps de s'embrasser pour souhaiter la bonne année. Il n'y aura pas forcément de Guy d'ailleurs. Moi je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée, je vous embrasse et je vous dis à demain.